Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la place des masques dans la prévention de la Covid-19 en milieu de soins. Je suis Gabriel Birgan, spécialiste de la prévention contre l'infection au CPAS Pays de la Loire et en charge de la mission Primo de surveillance et prévention des infections en secteur médico-social et en soins de ville. Suite à de nombreuses interrogations sur le mode de transmission de la Covid-19 et sur l'efficacité des équipements de protection individuels, notamment des masques en milieu de soins, nous avons jugé nécessaire d'organiser un temps de présentation et d'échange avec vous. La communication sera accompagnée d'une note manuscrite qui a été rédigée par les membres des équipes de prévention contre l'infection de l'AP-HP. Et ce webinaire est organisé en partenariat avec la Société française d'hygiène hospitalière et la mission Matisse qui en assuré la promotion. Ce temps sera divisé en deux parties. Tout d'abord, deux présentations. L'une qui abordera les connaissances actuelles sur le mode de transmission de la Covid-19 et l'efficacité du masque en milieu de soins. La seconde abordera les recommandations du Haut Conseil de la santé publique sur le port de masque. Dans un second temps, nous assurerons une séance de réponse aux questions et vous avez la possibilité de poser vos questions via la boîte de conversation qui est à droite de votre écran sur l'interface YouTube. Sans plus tarder, nous allons accueillir le professeur Jean-Christophe Lucet. Jean-Christophe est responsable de l'équipe de prévention du risque infectieux à l'hôpital Bichat-Claude Bernard, à la PHP, les hôpitaux de Paris. Et il va aborder donc la transmission du SARS-CoV-2 par voie aérienne, l'état des lieux et les implications pour la prévention. Merci Jean-Christophe, je te laisse la main. Merci Gabriel, et donc merci à l'invitation du REPIAS et de la SF2H. Je commence juste par dire que je n'ai pas de lien d'intérêt. Donc on va spécifiquement aborder aujourd'hui les modes de transmission, notamment autour de la transmission gouttelette versus aérienne. Et cette diapositive, en fait, rappelle que la principale mode de transmission du SARS-CoV-2 est d'abord une transmission par gouttelette, avec des interrogations sur une transmission par les aérosols, et donc on appellera aérosols les petites gouttelettes de moins de 5 microns, et l'autre volet dont on ne va pas aborder aujourd'hui, qui est celui de la transmission par les surfaces et les mains contaminées portées au visage. En fait, c'est pas du tout, contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire qu'il y a une transmission gouttelette de plus de 5 ou 10 microns et une transmission aérienne de moins de 5 microns. On sait qu'il y a un continuum de particules entre les petites et les grosses gouttelettes qui sont provoquées lors d'une toux, d'un éternuement, voire, on le verra après, de la parole. Ce qu'on sait aussi, c'est que les grosses particules peuvent aller au-delà des 2 mètres classiques, les 6 pieds des Américains, que des petites particules sont émises même lors de la parole, sans avoir besoin de tousser ou de crier, et qu'on a une multitude d'études expérimentales avec une vision plutôt de biophysique sur ces éléments-là. Et on sait aussi qu'une transmission aérienne paraît possible en situation clinique. Alors voici ici un exemple qui montre qu'on peut disperser des aérosols, des petites particules, même en respirant simplement. Vous voyez ici la quantité, donc on est ici en log, échelle logarithmique, que quand on tousse ou qu'on éternue, il y a une grosse production de ces petites particules, mais aussi la parole ou la simple respiration peuvent émettre des petits aérosols. Et il y a en fait de très nombreux facteurs qui impactent sur cette production d'aérosols, la température, l'humidité, c'est-à-dire la capacité de dessiccation des grosses particules, la quantité de virus excrété, la présence de signes cliniques, la survie du virus dans l'environnement dont on va parler, le volume de la pièce, la ventilation de la pièce, la dose infectante, et puis bien sûr les mesures de protection qu'on mettra en regard de ces grosses ou petites particules. Premier élément important, c'est que ces grosses gouttelettes, en fait, parcourent facilement au-delà des 2 mètres classiques. Et donc, vous voyez sur cette diapositive une étude qui sont en majorité des études expérimentales, mais qui montrent qu'en conditions cliniques, on peut trouver des grosses particules jusqu'à 3 mètres, et qu'en conditions expérimentales ou dans des modélisations, on peut trouver les grosses particules qui peuvent aller jusqu'à 8 mètres, et en particulier quand il y a des flux d'air, par exemple de la climatisation, qui peut porter les grosses particules plus à distance que les 2 mètres classiques. Regardons d'abord les études expérimentales. Donc, ce papier du New England qui est paru au mois de mars ou avril a fait beaucoup de bruit puisqu'il a regardé non pas la présence de l'ARN, mais la survie des aérosols. Ici, dans un tambour qui fait 40 litres, ce tambour est
tourne en continu, donc permet de laisser en suspension les particules. Un aérosol est généré et on voit que la demi-vie des aérosols et du virus vivant est de 1,1 heure et qu'en fait, on réduit de 90% le virus vivant au bout de la 3e heure. Donc le virus, là, est ici un virus viable. Ce qui est important, c'est de constater que c'était les mêmes observations qui étaient observées pour le SARS-CoV-1, l'agent du SRAS de 2002-2003, et pour le SARS-CoV-2. Et donc la question se pose de la transposition de cette survie prolongée jusqu'à 3 heures en situation clinique. Quand on regarde maintenant la présence de ces particules dans l'air, et là on va d'abord regarder ce qui se passe avec la présence de l'ARN du SARS-CoV-2. Et vous voyez donc un travail qui est en cours de publication coordonné par Gabriel, qu'il y a environ 20% d'ARN présent dans les prélèvements aériens autour des patients, mais aussi à distance des patients. Vous voyez que les zones de staff ou les zones publiques sont aussi, on trouve aussi de l'ARN possiblement dans l'environnement à distance des patients. Le point important ici, c'est que la culture n'a été positive que dans 3 cas sur 78 prélèvements, et donc une très faible positivité de la culture en présence de l'ARN. Et effectivement, il y a une corrélation assez nette entre la quantité d'ARN présent et sa capacité à le cultiver. Donc j'ai mis ici 2 études. La première sur les prélèvements nasopharyngés en bas, qui vous montre que quand la quantité de virus est faible avec un CT, donc un nombre de cycles nécessaires pour trouver le virus présent jusqu'à 34, en deçà de 34 de CT, on va obtenir une culture positive dans un bon nombre de cas. La partie haute de la diapositive présente en conditions expérimentales, dans une étude qui a regardé la contamination à Londres, et vous voyez que ce soit sur des surfaces métalliques ou sur des surfaces en plastique, quand le nombre de CT est faible, eh bien, le virus est cultivable, mais dès lors que le nombre de CT est élevé, au-delà de 30, le virus n'est plus cultivable. Donc, un lien étroit entre la quantité d'ARN présent et la possibilité d'obtenir une culture positive, culture d'un virus viable. Alors, voyons maintenant quelques éléments qui sont indiqués comme étant en faveur d'une transmission par voie aérienne. Et donc, j'ai choisi 3 études, enfin 2 principales. La première qui a eu beaucoup d'écho, donc un séminaire de bouddhistes, on est en Chine, on est à distance de Wuhan, mais dans un des 2 cars, un des 2 bus qui emmène les séminaristes, eh bien, il y a un cas index présent. Donc 126 passagers dans ces 2 cars. Dans un des 2 cars où il y a un cas index, eh bien, il y aura ici un taux d'attaque de 35%, 24 des 68 passagers vont se trouver positifs, alors qu'aucun des passagers dans l'autre car ne va se trouver positif. Et puis, il y aura d'autres cas qui vont être observés au cours du séminaire, mais en dehors du car. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est d'abord qu'il n'y a pas de surrisque auprès du cas index. Autrement dit, ça suggère qu'il y a une transmission aérienne et donc pas uniquement à proximité immédiate du cas, mais qu'on voit les fenêtres qui peuvent s'ouvrir, vous les voyez marquées en vert ici, eh bien, il y a moins de cas observés à proximité des fenêtres et on peut penser que l'aération par les fenêtres était protectrice. Mais surtout, ce qui est important dans cette étude, c'est qu'il y avait un système d'air conditionné qui en fait ventilait de l'air dans le car, mais que cet air n'était pas du tout recyclé. Si bien qu'il y avait probablement des aérosols ou de grosses gouttelettes éventuellement qui ont circulé, qui ont eu la capacité d'infecter un nombre important de passagers dans le car. Deuxième étude qui a eu beaucoup d'écho, un restaurant, là on est en Chine, avec 3 tables qui vont être contaminées. Donc on voit, on était aussi à distance de Wuhan, le 23 janvier, 3 tables qui sont proches les unes des autres, elles sont distantes de 1 mètre, et la ventilation, l'air climatisé va balayer les 3 tables. Et donc sur les 21 convives qui vont être ensemble pendant une petite heure, eh bien, à partir du cas index qui est indiqué ici en jaune, il y a eu 9 cas secondaires observés. Quelques limites à cette étude, donc qui fait penser que ça peut être des aérosols. D'abord, les personnes étaient très proches les unes des autres, et donc largement à moins des 2 mètres à risque, et qu'il n'y a pas eu du tout de cas dans les tables adjacentes. Et vous voyez la table E et F où il n'y a eu aucun cas. Et donc tout ça suggère que finalement, c'est probablement une transmission beaucoup plus par gouttelette que par voie aérienne, ce que d'ailleurs indiquent les auteurs dans le papier, qui évoquent une transmission aérienne, mais qui évoquent d'abord une transmission gouttelette principale.
Et puis, il y a des événements qui, eux, sont assez clairement liés à une transmission aérienne, qu'on peut appeler événements de superpropagation. Vous voyez en haut à gauche, dans une chorale, en fait, où il y a un cas index, et vous voyez que le taux d'attaque va être extrêmement élevé, puisqu'il est de l'ordre de 80%, ou bien dans les abattoirs, un certain nombre de contaminations. On a aussi cité beaucoup les boîtes de nuit. Donc, il y a plusieurs dizaines de cas secondaires dans ces situations. Mais ce sont dans des circonstances où les participants ne portaient pas ou portaient mal un masque. Les événements avaient lieu dans des locaux mal ventilés ou avec un air recyclé sans traitement. Et peut-être surtout, il y avait des activités à très haut risque de production d'aérosols. Là, je pense en particulier aux activités de chœur. Si bien qu'il y a eu donc beaucoup d'interrogations, 2 exemples dans Nature et Science sur la transmission aérienne du SARS-CoV-2, un papier qui a fait du bruit, qui a été publié par plusieurs centaines de gens qui s'occupent essentiellement de biophysique, qui demandaient qu'on s'intéresse à la transmission aérienne, qui d'ailleurs a été reprise secondairement par l'OMS, et puis même nos hommes politiques, en fait, ont évoqué la transmission aérienne. Vous voyez ici une déclaration de Angela Merkel. En fait, il faut bien dire qu'on est dans une situation très particulière. Vous voyez ce dessin de Plantu, où finalement tout le monde avait son avis. On a tous l'avis sur l'infectiologie, la contagiosité, l'épidémiologie. Et donc là, il y a un certain nombre d'éléments qui peut-être ont été trop rapidement donnés dans les médias. Et j'ai pris cette diapositive de John Conley, qui est quelqu'un qui s'occupe de prévention d'infection depuis très longtemps au Canada et à qui j'ai pris cette diapositive. Et effectivement, cette épidémie se passe dans un contexte très particulier, qui est d'abord la première pandémie à l'ère de l'information médicale. Tous les médias sociaux, les médias continus ont été en surmultipliés. Beaucoup de publications ont été faites en préprint, sans révision par des pairs. La science, quelquefois, est bonne, mais l'interprétation ne l'est pas forcément. On l'a vu juste avant pour le bus, par exemple, ou pour le restaurant. Et puis, tous ces papiers, en fait, même s'ils sont revus, peuvent être prématurés, incomplets ou interprétés de façon inadaptée. Avec la tentation du sensationnalisme, il faut être un des premiers à présenter les résultats. Et donc, tout ça fait qu'on est dans un contexte particulier de communication. Une particularité pour la question de la transmission, c'est d'abord l'accès très facile à la PCR, ce qui a été très différent des épidémies précédentes, de grippe, de SRAS ou de MERS. Une question essentielle, c'est est-ce qu'on est en face d'un virus qui est viable? On a vu que c'était rare, mais est-ce que ce virus viable éventuellement est infectant, qui est encore une autre question. Est-ce qu'on est en situation clinique ou expérimentale? Et puis un des points importants, c'est qu'il y a une assez forte analogie avec les autres coronavirus, pour lesquels on sait des choses, qui sont le SARS-CoV-1 et le MERS coronavirus. Donc il faut sûrement être curieux, mais aussi prudent et critique sur l'ensemble des données qui nous sont transmises, soit par les publications, soit par les médias. Donc on va revoir maintenant les arguments qui, eux, remettent en cause cette transmission aérienne. Et donc on a vu d'abord que la culture virale était presque constamment négative, et que l'autre élément, c'est que les coronavirus, SARS-CoV-2, CoV-1 ou MERS, se ressemblent en fait en conditions expérimentales. Et on va voir après un certain nombre d'arguments. Vous les voyez cités ici, donc les uns après les autres. Premier élément, comment se transmettent les infections respiratoires? Donc un papier Princeps de 2004. On voit ici que c'est une transmission par gouttelette et contact ou une transmission aérienne. Et que cette transmission aérienne, elle va différer selon les agents infectieux. Elle peut être strictement aérienne, la tuberculose par exemple. Elle peut être préférentiellement par aérienne, par exemple la rougeole ou la varicelle, ou elle peut être opportuniste, c'est-à-dire que la transmission par les aérosols va être rare et uniquement dans certaines conditions, par exemple pour le SARS-CoV-1. Et donc c'est un faisceau d'arguments indirects qui va nous donner un certain nombre de réponses. Dans les modèles animaux, eh bien, on a montré ici, donc là il s'agit de furets, eh bien que le SARS-CoV-2 peut être transmis par des aérosols. Vous voyez ici des expériences où les animaux sont dans des cages séparées. Et donc, pour des hamsters ou des furets, on a montré que le SARS-CoV-2 peut être transmis par des aérosols et que d'ailleurs, le fait d'interposer des masques entre les deux réduisait cette transmission. Mais ces données ont déjà été observées pour la grippe et pour le SARS-CoV-1. On sait que la transmission aérienne est retrouvée chez des animaux qui sont très susceptibles à ces virus. On peut même se poser la question d'une transmission aérienne de la grippe.
Et donc, on a maintenant un certain nombre d'éléments. Vous voyez 3 références qui sont ici. Je présente la 3e, qui est celle qui a été publiée il y a 2 ans, qui a regardé chez des personnes grippées. On a fait un prélèvement nasopharyngé et des prélèvements respiratoires en face des patients infectés pendant 30 minutes. Et donc, on différencie ici les particules de plus de 5 microns et de moins de 5 microns. Donc, vous voyez, le prélèvement nasopharyngé est positif dans 89% des cas. Celui des petites particules de moins de 5 microns est à 39% des cas positifs. Et quand on regarde ici, à gauche, c'est la culture virale qui est présentée. Au milieu, le lien qu'il y a entre les cultures virales et la présence d'ARN, de grippe. Et à droite, en fait, on voit que la quantité d'ARN est bien sûr plus importante si le patient infecté tousse ou tousse plus d'une fois par minute. Donc, vous voyez que la quantité va augmenter. Donc, il y a bien une production de petits aérosols, d'aérosols de moins de 5 microns dans la grippe. Deuxième élément important, là, c'est des données qu'on a acquis grâce aux études qui ont été faites avec le SARS-CoV-1. Bien, vous voyez qu'en Chine, dans 2 systèmes d'hôpitaux, il y a une très forte association dans la distance des lits. Donc, on est dans les chambres communes, où en fait, de placer les lits à distance à plus de 1 mètre est un très fort facteur de protection de la survenue de transmission. En plus, bien sûr, vous voyez, de faire de la réanimation, qu'il y ait un collègue qui soit infecté ou que le patient ait besoin d'oxygénothérapie ou de ventilation en pression positive. Donc un élément qui, là encore, montre que la distance de 1 mètre est probablement critique entre gouttelettes et aérosols. Deuxième argument, c'est celui du taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre de cas secondaires à partir d'un cas index, sans mesure de protection et dans une population entièrement susceptible. Vous voyez quelques exemples à gauche, avec un R0 à 1 en haut à gauche, pas d'augmentation du nombre de cas, ou bien R0 à 5, et où en 3 générations, on va générer 156 cas. Pour le SARS-CoV-2, eh bien, on sait que le R0 est aux alentours de 2,5 à 3, c'est-à-dire identique à celui qui est observé pour la grippe. En revanche, vous le savez, pour une infection à transmission principalement aérienne, comme la rougeole, eh bien, le R0 est entre 15 et 18. Donc, deuxième argument pour penser que ce sont d'abord des gouttelettes, plus que des aérosols, qui sont les modes de transmission. Troisième élément important, c'est la transmission qui peut survenir en maisonnée. S'il y avait une transmission aérienne, par exemple de la rougeole, dans une population susceptible, toute la famille serait infectée. Ici, quand on regarde les données, donc il y a beaucoup d'études qui ont regardé le nombre de cas secondaires dans une maisonnée où il y a un cas index. Vous voyez que ici, on est entre 24 ou 40 études. Et bien, le taux de transmission secondaire varie entre 20 et 30% dans ces 2 méta-analyses. Alors bien sûr, il y a des éléments qui sont des manœuvres à risque de production d'aérosols. Toutes ces études sont issues des connaissances acquises au moment du SRAS, du SARS-CoV-1. Et vous voyez par exemple que l'intubation, sur un nombre d'études limité quand même, puisqu'il y avait 10 études, principalement Chine ou Canada, mais pour l'intubation, 8 études qui montrent de façon constante qu'il y a une transmission, probablement par voie aérienne, sans protection au moment de l'intubation ou de l'extubation, mais qu'après, il y a beaucoup moins d'études. Il y en a une qui est en 2 études sur la ventilation non invasive, sur la trachéotomie, sur la CPAP. Et vous voyez par exemple que l'oxygène à fort débit n'est pas retrouvé comme un facteur associé dans une seule étude, comme un facteur associé à la production d'aérosols. Donc, des données qui sont certes importantes, mais encore parcellaires, d'autant plus qu'il y a sans doute une intrication entre plusieurs modes de transmission, gouttelettes, aérosols ou contact, dans des gestes qui sont des gestes à haute densité de soins et qu'il y a peut-être d'autres modes de transmission que la seule transmission par voie aérienne. Un tout petit mot sur les masques FFP2, parce que si on considère qu'on utilisait si on était en phase d'une transmission principalement aérienne, bien sûr, la protection doit être assurée par un masque FFP2. Et donc, j'ai repris quelques études sur l'utilisation et la tolérance des masques FFP2. Ici, une étude australienne qui a été faite chez un grand nombre de soignants. Là, on était juste au décours de la pandémie H1N1. Et vous voyez que chez plus de 7000 soignants, on leur a proposé de tester 5 modèles de masques, c'est-à-dire soit des modèles, soit des tailles différentes de masques, que le testeur a choisi en fonction de la forme du visage du soignant qui faisait le test. Et ces soignants ont été formés préalablement au port adapté du masque FFP2.
Premier élément, c'est que quel que soit le masque, le taux de réussite du fit test, c'est-à-dire le fait que les masques soient bien filtrants et bien adhérents au visage, n'est que de 86%. C'est-à-dire que 14% des soignants ne passent pas le test, quelles que soient les circonstances. Et certains le passent simplement au deuxième ou troisième essai. Alors, je passe vite sur les données en dessous. Vous voyez que, par exemple, le fait d'avoir une base du nez étroite est un facteur qui améliore le fait de passer le test, que les médecins font moins bien que les infirmiers, qu'au bloc opératoire, on fait moins bien que dans les services de soins médicaux ou pneumologie, et qu'il vaut mieux avoir une certaine habitude pour porter ces masques, puisque ceux qui avaient déjà une expérience, en fait, avaient un risque moins élevé que le test ne soit pas réussi. Deuxième élément important, c'est la tolérance des masques FFP2. Et là, on a une seule étude qui a comparé, dans une étude comparant FFP2 versus masque médical, une étude qui a regardé spécifiquement la tolérance des masques. Et vous voyez, c'est sur une année dans des hôpitaux chinois au moment de l'épidémie de grippe. Les premiers éléments, quand on demande aux soignants, il y en a environ 400 ou 500 dans un groupe et près de 1000 dans l'autre, s'ils avaient un inconfort, enfin aucun inconfort ou aucun oubli de porter le masque, eh bien, c'est 85% des cas des soignants qui répondent que tout allait bien dans le groupe masque médical, mais seulement 47% dans le groupe FFP2 N95. Et quand on leur demande quels sont les effets secondaires, vous voyez que les maux de tête, la difficulté à respirer, la pression sur le nez sont beaucoup plus souvent retrouvés du côté des masques FFP2 que du côté des masques médicaux. Un autre travail là, qui a été aussi publié par l'équipe canadienne qui a beaucoup travaillé sur la comparaison des masques, on a demandé à 27 volontaires de tester successivement 8 masques FFP2, les uns après les autres, et leur demander de porter le masque aussi longtemps qu'ils peuvent le tolérer, avec des pauses de 15, 30 et 15 minutes en 8 heures. Donc il y a eu assez peu de pauses durant ces 8 heures, qui correspond à une période de travail. Et vous voyez que la tolérance, en fait, elle est de 56% dans le meilleur des cas et 30% dans le moins bon cas sur le fait de porter comme ça pendant 8 heures un masque FFP2. Et puis, il y a un certain nombre d'arguments qui maintenant viennent de la clinique, c'est-à-dire, est-ce que le FFP2, si on considère qu'il y a une transmission aérosol, est-ce que le FFP2 fait mieux qu'un masque médical? Et je vous rappelle qu'on a vu tout à l'heure que pour la grippe, il y a une production d'aérosol. Donc la grande étude a été publiée l'année dernière, l'étude toujours des Canadiens, et vous voyez que le principal résultat, c'est-à-dire la grippe confirmée au laboratoire, eh bien, survient en nombre identique dans le groupe qui a utilisé un masque médical versus celui qui a utilisé un masque FFP2. Notez simplement que l'étude a été faite dans des centres de soins et surtout sur 4 années successives de période grippale hivernale. Donc vous voyez, c'est une très large étude et qui donne une réponse claire sur l'absence de bénéfice du FFP2. Quand ces données sont agrégées avec 3 autres études, donc une méta-analyse de 4 études publiées là ce début d'année, et on voit qu'il n'y a aucun bénéfice au masque FFP2 quand on regarde les infections respiratoires virales tout ensemble, pas uniquement la grippe, confirmée, et de la même façon, pas de bénéfice pour la grippe elle-même quand on regroupe ces 4 études, dont celle que j'ai présentée juste avant. Alors, dernier élément important pour aborder le risque pour les soignants, c'est de regarder quels sont les personnels soignants qui sont infectés par le Covid. Et j'ai choisi une étude britannique publiée il y a assez peu de temps dans le groupe NHS de Oxford. Vous voyez que la prévalence de la PCR positive ou d'une sérologie positive était de 11,2%. Qu'est-ce que montre cette étude sur cette très grande cohorte? C'est d'abord que le principal facteur de risque, c'est le contact familial, avec un odds ratio, donc un niveau de risque qui est 5 fois plus élevé que si on n'a pas eu de contact familial positif. Deuxième élément important, c'est que de travailler en unité Covid était plus à risque de travailler en unité non Covid ou de travailler en dehors du soin. 22% versus 8,6%, une différence significative. Et qu'il y avait aussi des différences selon le type de service. Vous voyez en médecine 28%, mais en réanimation un peu moins de 10%. Ce qui est important de voir ici sur la partie histogramme de gauche, c'est qu'en fait, les personnes les plus exposées ne sont pas forcément celles qui sont le plus souvent aux soins. Regardez les premiers, eh bien, ce sont les brancardiers et les personnels d'entretien qui sont les plus contaminés, de la même façon que comme facteur de risque apparaissait aussi la race noire ou la race asiatique. Et donc, probablement en fait des gens qui sont amenés à avoir plus de contacts dans la communauté
peut-être aussi à l'hôpital, que d'autres soignants. Et donc, il est difficile de tirer des arguments puisqu'il y a beaucoup de raisons de se contaminer et pas uniquement dans la situation de soins. Et puis, voici des données là, qui sont juste déclaratives, qui sont des données que Sandra Fournier à l'AP-HP recueille de façon très régulière. Chaque semaine, toutes les EOH de l'AP-HP envoient le nombre de soignants positifs et donc il est demandé à chaque fois de demander aux soignants s'ils ont idée de la façon dont ils ont été contaminés. Donc vous voyez que pour un tiers des soignants, la donnée n'est pas renseignée. Pour 22%, la réponse est « je ne sais pas comment j'ai été contaminé », mais que pour 21% à chaque fois, c'est soit un contact intra-hospitalier avec des collègues, soit un contact communautaire, mais que la part de transmission avérée par un patient n'est que de 2%. Donc voilà l'ensemble des données dont on dispose et donc en conclusion, on peut dire que la grande majorité des transmissions de Covid-2019 se produit par contact direct de personne à personne à courte distance et par l'intermédiaire des gouttelettes, soit directement, soit par l'intermédiaire de surfaces contaminées. Probablement la transmission aérienne existe pour le SARS-CoV-2, mais elle est très secondaire par rapport aux autres modes de transmission et elle survient dans les circonstances particulières. La question du port de masque médical ou FFP2 n'est qu'un des éléments des mesures de prévention, qui sont la désinfection des mains, la distance physique dès lors que le masque ne peut pas être porté, qui est une circonstance de contamination entre collègues extrêmement classique, et puis bien sûr la désinfection de l'environnement. Bien sûr, il faut être très attentif au risque de transmission à partir d'individus asymptomatiques ou présymptomatiques, d'où la politique de masquage universel. Et notamment, quel que soit le statut des patients dont on s'occupe, qu'ils soient avec un statut Covid positif ou Covid négatif. Je vous remercie. Merci beaucoup, voilà. Jean-Christophe. Merci pour cette présentation détaillée. Alors, vous êtes près de 650 derrière l'écran. Merci vraiment d'être aussi nombreux à assister à ce webinaire et de sacrifier votre pause repas. Je vous propose sans plus tarder de passer à la communication suivante. Alors, comme je l'ai dit, et puis vous avez des rappels sur l'interface YouTube, vous avez la possibilité de poser des questions sur la chatbox. Et les questions seront posées en fin de présentation de Didier Lepelletier aux orateurs pour qu'ils puissent y répondre. Donc, nous allons passer à la seconde présentation. Donc, Didier Lepelletier qui est spécialiste de la prévention et contrôle de l'infection au CHU de Nantes, mais également membre du Haut Conseil de la santé publique, qui a beaucoup œuvré dans la rédaction de recommandations. Et Didier va nous présenter l'avis du Haut Conseil de santé publique relatif aux masques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus SARS-CoV-2. Voilà, merci beaucoup Didier. Merci de cette invitation et de donner l'occasion de vous présenter les recommandations nationales, que ce soit par le Haut Conseil de la santé publique, mais également par la Société française d'hygiène hospitalière. Et en préambule, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, Jean-Christophe l'a bien montré, c'est qu'il y a une succession de productions scientifiques. D'une part, celle qui était axée sur le post-SARS-CoV-1, on va dire, et puis depuis 9 mois maintenant, une veille scientifique qui avance, et comme Jean-Christophe l'a précisé, parfois avec des case reports ou alors des modélisations, et on a un petit peu du mal parfois à faire des recommandations, ou en tous les cas, il faut être très précautionneux sur nos recommandations et bien dire qu'elles sont bien évidemment temporaires, qu'elles sont rédigées en fonction du moment où on l'écrit et qu'elles peuvent être évolutives. Donc, à chaque fois qu'il y a une recommandation, bien évidemment, elle est issue d'une revue de la littérature scientifique, et en particulier sur les aérosols, ce qu'a évoqué Jean-Christophe. Moi, je vous engage à lire les 2 avis du Haut Conseil de la santé publique. Vous allez sur notre site. Il y en a un du 8 avril 2020 et l'autre du 23 juillet. Et donc là, vous avez vraiment fait par des physiciens tout ce que vous voulez savoir sur la particule ou l'aérosol. Les recommandations, bien évidemment, sont toujours comparées par rapport à ce que recommande le CDC, l'OMS, le NHS également. Et donc, on désigne des groupes de travail. Alors, c'est vrai au Conseil de la santé publique, c'est vrai avec le Conseil scientifique de la Société française d'hygiène hospitalière.
On a des échanges avec le commanditaire, souvent c'est la DGS, ça peut être un peu la DGOS, mais surtout la DGS, et puis les agences partenaires, ça peut être Santé publique France, ça peut être l'HAS, mais également les sociétés savantes. Et puis ensuite, il y a des groupes de travail qui sont pilotés et qui sont ensuite validés par des présidents des instances. Il y a aussi un degré d'urgence. À chaque fois qu'on est saisi par un commanditaire, on a des fois 24 heures, 48 heures, 72 heures pour répondre, rarement au-delà, et ça peut tomber un week-end pendant des vacances. Et donc, il y a cette espèce de dynamique de sollicitation qui met une pression et qui est tout à fait nouvelle dans cette crise pandémique. Alors, juste pour vous donner un exemple sur le rythme, depuis le mois de janvier, le Haut Conseil a reçu 101 saisines, donc on a dû produire à peu près 100, 120, 130 rapports, puisqu'une saisine peut être l'occasion de faire un premier rapport puis un deuxième complémentaire. Dans la même période, mais surtout au printemps, la SF2H a été sollicitée 13 fois par la DGS. Également, rappelez-vous le cluster au contamine, mais il fallait vite, en 48 heures, un week-end pour le lundi, comment faire pour vider, nettoyer, désinfecter le chalet. Pour les masques en particulier, vous avez vu que le Haut Conseil, alors dans tous les avis, on parle du masque, mais des avis spécifiquement sur le masque, il y en a eu 8 au niveau du Haut Conseil et 7 au niveau de la Société française d'hygiène hospitalière. Alors que ce soit le milieu de soins pour la SF2H bien évidemment, mais que ce soit à la fois le masque grand public, anti-cils réutilisable et les masques en milieu de soins pour le Haut Conseil. Alors, si je vous fais une petite chronologie ici avec le bleu marine pour le Haut Conseil et le bleu ciel, on va dire pour les SF2H, vous avez toutes les sollicitations qui ont été faites. Donc là, en janvier, c'est le premier mode opératoire sur la prise en charge des patients suspects ou atteints d'une Covid. Vous avez là ici, pendant le confinement et les phases de déconfinement, le plus gros des avis. Et finalement, vous voyez qu'il y a pas eu, souvent on reproche d'avoir beaucoup de recommandations qui changent. On a été globalement dans les deux instances, Haut Conseil et Société française, assez stable dans les recommandations qui ont été émises à partir du printemps. Alors la première, je vous l'ai dit, c'est l'avis sur la prise en charge des patients Covid-19 en phase initiale de l'émergence. Et si vous relisez, alors il est en cours de modification, mais quand on a une émergence et qu'on ne connaît pas encore l'agent infectieux, son mode de transmission principal, ce qu'appelle COREB, les mesures REB, on va dire, les mesures renforcées, font toujours appel à des précautions contact plus des précautions R. Et au tout début de l'épidémie, la SF2H a recommandé le port de masque FFP2. Dans le même temps, l'OMS, elle, est toujours restée sur la transmission contact et gouttelette. Vous voyez sur le petit encart là, ici, en bas, et de préciser, comme nous on l'a fait plus tard, le port de masque FFP2 dans certaines situations de soins, et notamment ces gestes généralisants des aérosols, et on est pratiquement toutes les recommandations font référence à cet article de Tran publié dans PLOS ONE en 2012. Les CDC, alors eux sont restés sur une autre option, sur un principe de précaution, et recommandent le FFP2, voire le FFP3 qu'on ne voit pas nous sur notre territoire en milieu de soins, et sont toujours restés sur cette recommandation. Alors ensuite, une recommandation qui a fait date, c'est celle du 4 mars 2020, une sollicitation de la DGS, mais avec un partenariat avec la SPILF. Et effectivement, là, on a précisé le port de masque sur la droite de la diapositive, le port de masque FFP2, uniquement réservé au personnel soignant qui réalise des gestes, on va dire, ou des manœuvres invasives au niveau de la sphère respiratoire ou ORL. Et là, on n'a pas changé d'avis. Et dans les autres situations de soins, la recommandation était pour les personnels soignants de porter un masque à usage médical, dit le masque chirurgical. Donc, dans cet avis-là, on n'avait pas précisé en fait la liste des gestes aérosolisants. Et c'est ce qu'a fait finalement le Haut Conseil de la Santé publique dans un avis du 10 mars 2020, mais vous le voyez ici tout en petit, c'est un avis qui a été bloqué en fait par la Direction générale de la santé et qui n'a été publié que le 21 mai, mais il avait été renvoyé
pour le 10 mars. Donc, c'est pour ça qu'au mois de mars, avril, il y a eu beaucoup d'interrogations sur quelle est la liste finalement ce qu'on appelle des AGP en anglo-saxon. Et en fait, dans l'annexe 3 de cet avis, qui au départ était la rationalisation, rappelez-vous, à ce moment-là, il y avait très très peu de masques. Bon, c'est un sujet qui revient au devant de la scène politique ces jours-ci. Mais effectivement, c'est de voir dans quelle catégorie, hormis les milieux de soins, on pouvait finalement préconiser de manière prioritaire les masques. Et on avait fait finalement, à partir d'un avis déjà qui datait de 2011 du Haut Conseil, à la suite de la pandémie 2009, finalement, on l'a pas changé. On a peut-être rajouté les soins de chirurgie dentaire par rapport à celle de 2011, mais globalement, la liste est restée la même. Et Jean-Christophe vous a bien présenté que finalement, on n'a pas forcément des données de la littérature probantes pour mettre ces gestes-là dans la liste. Mais néanmoins, on a été assez conservateur pour la laisser. Se discute actuellement le fait de est-ce qu'il faut rajouter dans cette liste l'oxynothérapie à haut débit, mais on voit bien encore là que si on le fait, c'est plus par consensus que par de l'evidence base sur la revue de la littérature. Ensuite, il y a eu des avis au printemps, un petit peu complémentaires, on va dire. On avait eu une demande de la DGS au sein de la Société française d'hygiène hospitalière de préciser quelles étaient les indications et les différents types de masques à usage médical. C'est la référence 14683 2019, et de bien préciser quelles étaient les performances des masques de type 1, quelle était la cible des professionnels qui devaient porter ce type de masque-là, les types 2 et les types 2R. Et puis ensuite, également, on en parle moins maintenant, mais en termes de tension d'approvisionnement, y avait-il lieu finalement de réutiliser les masques à usage unique ou fallait-il prolonger leur port, ce qu'on a préconisé de manière temporaire au printemps. Alors, quelle est l'évolution des recommandations à l'automne 2020 ? Alors, c'est vrai que la Société française de médecine du travail dit, Jean-Christophe, tu l'as bien précisé, c'est qu'on est tous d'accord pour dire que dans certaines circonstances, notamment dans la population, que ce soit les abattoirs, les restaurants, les lieux clos, les restaurants, pour rappel, les bateaux, il y a des situations qui font qu'en fait, il y a de la transmission aérosol. En milieu de soins, on a plus de difficultés à le dire. Et la Société française de médecine du travail, alors certes, il y a Jean-François Géano, il y a Bonneterre, enfin, il y en a plusieurs, qui dit finalement, à partir du moment où on sait qu'il y a une petite part, même si on n'arrive pas à la quantifier, on ne dit pas c'est 98% de part gouttelette et 2% de part de transmission air pour la partie respiratoire, sans compter les fomites et la transmission manuportée. À partir du moment où on a cette vérité et qu'on n'arrive pas à la quantifier, pourquoi par principe de précaution, on ne recommanderait pas le masque FFP2 pour mieux protéger les soignants, et ils sont dans leur rôle. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quelles sont ces situations en dehors des gestes aérosolisants. Et c'est qu'on a du mal. Donc le Haut Conseil a été sollicité en juillet. On a répondu par l'avis du 23 juillet uniquement sur les aérosols en milieu communautaire et le port de masque grand public, et on a décalé en septembre, mais on a mis 3 mois à s'entendre en fait. Et à l'issue d'un premier rapport qu'on a rendu le 10 septembre, finalement, avec un groupe de travail dans lequel Jean-Christophe, tu participais, il y avait le CNR, il n'y avait pas que mon groupe de travail hygiène, prévention, environnement du Haut Conseil. Et finalement, on avait pourtant fait des auditions cette fois-ci. Parfois, on a du mal à faire des auditions parce qu'on manque de temps. Mais là, c'est vraiment un avis pour lequel on avait auditionné le président de la SF2H, le président de la SPILF. On avait interrogé des personnes représentant de la SFM, et donc pour essayer d'avoir un consensus. Et le consensus qu'on avait eu en septembre, c'est de dire finalement, on va peut-être promouvoir le double port de masque chirurgical soignant-soigné à partir du moment où le patient est excréteur et qu'un soignant rentre dans sa chambre, on pourrait étendre le port de masque dans ces situations-là. On pourrait aussi étendre la prolongation du port du masque FFP2 en particulier, comme le proposent les Australiens, c'est de dire à partir du moment, et c'est très vrai en réanimation, peut-être aussi dans les services de SMIT, c'est de dire qu'à partir du moment où j'ai eu un geste aérosolissant et donc j'ai porté un masque FFP2, pour pas avoir trop de manipulation et être protégé si jamais un deuxième geste aérosolissant survenait, c'est de garder finalement un masque FFP2. Et puis il y avait une autre
une autre proposition, mais qui a été challengée, c'était de dire, c'est dans des situations à haute densité virale, on pourrait étendre, mais sans vouloir vraiment étendre tout. Et on a vu que finalement, si on n'était pas capable en tant qu'expert ou en tant que comité ou société savante de dire ce que c'était une situation à haut risque viral, on allait laisser les équipes sur le terrain le faire, et ce qui engendrait probablement des incompréhensions et qui aboutirait, et à ce que personne ne veut, à la généralisation du masque FFP2, mais pas qu'en ES, mais également en EMS ou en ville. Et donc, du coup, on a constitué un groupe miroir avec des représentants, au moins 2 de chacune des sociétés savantes. Et finalement, on s'est dit, on ne peut pas laisser une recommandation comme celle-ci qui va engendrer de l'incompréhension. Et donc, on a écrit un addendum où, en fait, simplement, on dit qu'au niveau national, on n'a pas de consensus à la fois pour élargir la liste des AGP et à la fois pour élargir les situations. Donc, on a évoqué la femme enceinte, on a évoqué ceux qui font le bio-nettoyage dans les unités Covid, on a évoqué les patients qui font des fausses routes et effectivement les aides-soignants qui sont une aide à l'alimentation de ces gens-là pour être en situation. Et donc, on a conclu qu'il n'y avait pas de consensus. Et donc, ça a été renvoyé à la DGS et j'attends avec impatience l'autorisation de pouvoir diffuser cet avis du mois de septembre et l'addendum le plus rapidement possible. Alors, tu l'as montré, je crois, en extrait dans ton diaporama, Jean-Christophe. Et, effectivement, que disent ces deux Australiens, je crois, ces deux auteurs? Ils redisent, oui, il y a peut-être une part, oui, on n'arrive pas à la quantifier. Est-ce que ce n'est pas le moment de passer au principe de précaution? Mais d'un autre côté, ils ne proposent pas non plus de solution et de définition à ce que sont ces autres situations. Et donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à gauche de ma diapositive, c'est ce que j'ai dit, ce sont les améliorations, enfin les additions dans les recommandations sur la prolongation du port de masque FFP2 et sur le double masquage. Et puis, quels sont les risques, finalement, à l'élargissement mal maîtrisé des indications du port FFP2. Ça va devenir la règle pour tous les patients suspects. On va le voir dans toutes les filières de soins et même en EHPAD. Quid, tu l'as dit, Jean-Christophe, des fit tests et des fit checks. Là, il y a un JAMA qui est sorti aujourd'hui qui montre en fait, les résultats assez catastrophiques en fonction de la manière dont on porte un masque en milieu de soins. Hein. L'étude n'a pas abordé les masques en population générale. Quid des conséquences du port FFP2 sur le mauvais port, la tolérance, l'efficacité, tu l'as bien montré. Quelle place pour les indications du masque à usage médical et de la confiance des soignants dans les EPI qu'on leur propose actuellement. Et quid des respects de l'ensemble des autres mesures. Là, je n'ai pas le temps, mais le Haut Conseil a créer une espèce de doctrine avec 4 mesures individuelles et 3 mesures collectives. Et c'est l'ensemble de ces 7 mesures qui font qu'on a une réduction du risque. Ce n'est pas l'une des mesures par rapport à l'autre. Donc attention au focus sur une des 7 mesures qui risquerait finalement d'oublier les autres. Donc, il y a le cas particulier de la femme enceinte, effectivement, au moment de l'accouchement. Il y a eu des syndicats ou des sociétés savantes qui ont relayé le port de masque FFP2. On a été sollicité par la DGS pour se positionner, mais non pas tellement sur l'équipe qui accouche, mais plutôt pour la femme enceinte. Et là, on a dit bien évidemment que ce n'est pas le FFP2, c'est éventuellement le masque à usage médical si elle le tolère. Et pour l'équipe qui accouche, c'est le port d'un masque à usage médical, mais là encore, il y a eu des incompréhensions. Alors, pour conclure cette courte intervention, c'est que la position française sur les indications des masques pour les professionnels de santé est en accord avec la plupart des recommandations internationales et on est stable depuis le mois de mars derrière, malgré toutes les agitations qu'il y a sur ce sujet. On a surtout des données expérimentales sur risque aérosol, très peu en situation clinique. On a une transmission qui est certaine, mais probablement pas prédominante et limitée à certains gestes générant des aérosols en milieu de soins. Ça, on en est sûr. Donc, on peut avoir ça comme base de référence dans nos recommandations. Il y a la particularité des milieux clos en population générale. Tu l'as montré. On n'a pas échangé nos diapositives à l'avance, mais tu as illustré très bien les trois situations. Tu as mis un bus à la place des bateaux. Il n'y a pas de consensus français sur les situations nécessitant l'élargissement des indications sur le port du masque FFP2, avec un risque finalement de recommandations hétérogènes et d'incompréhension des professionnels de santé, si certaines sociétés savantes s'amusaient, ou en fait
publier des recommandations en ce sens, sans tenir compte des recommandations de la SF2H ou du Haut Conseil de la santé publique ou de groupes d'experts comme Jean-Christophe et l'AP-HP à Paris. Et donc, on a des situations et des recommandations qui sont à suivre en fonction des données de la littérature internationale qui ne va pas manquer, bien évidemment, d'être diffusée dans les mois qui viennent. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Didier. Alors, il se trouve qu'on a quelques questions, bien entendu, sur les 650 personnes derrière l'écran. On a une série de questions, mais certaines se recoupent ou sont similaires. On en a une première de Fabienne. A-t-on des études qui montrent les taux de contamination en fonction de la durée du port de masque, notamment un port de masque supérieur à 4 heures? Et une question associée, c'est est-ce qu'il y a un risque de porter un masque à usage médical, j'imagine, sur une durée supérieure à 4 heures? Est-ce que vous avez un point de vue sur cette question? Sur le risque, alors c'est peut-être on a évoqué les allergies ou les intolérances. Dans un des avis du Haut Conseil, on a sollicité les dermatologues, les pédiatres, sur ce risque-là et les pneumologues. Et en fait, tous sont assez d'accord pour dire qu'il n'y a pas en fait de contre-indication au port de masque. Il y a peut-être des précautions d'emploi et les dermatologues sur leur site de leur société ont donné des conseils. Sur le guide qui est paru, je crois, fin octobre, sur les masques en général, avec des annexes très complètes sur l'ensemble des types de masques, on a inséré une annexe qui a été faite par la Société française de phoniatrie et qui, en fait, vous donne des conseils sur comment respirer avec un masque, comment parler avec un masque, comment gérer sa fatigue avec un masque, et donc qui sont assez utiles, et vous pouvez prendre cette annexe-là pour répondre à toutes les questions que vous avez. Ensuite, sur des données de la littérature, si tu peux me répéter la question, c'était sur quelles données de la littérature en particulier? C'était sur la durée au-delà de 4 heures, si je me rappelle bien. Non, alors sur la durée de contact, il y a des études, en particulier à l'occasion des fêtes de Noël, sur la durée des contacts en intrafamilial. Et effectivement, là, c'était un facteur de risque de contamination. Sur le taux de contamination en fonction du port de masque, j'en ai pas en tête. Je ne sais pas toi si Jean-Christophe, ou toi Gabriel, vous avez lu des papiers sur ce sujet-là. Moi, j'en ai pas vu. C'est vrai que là, on se réfère finalement aux industriels sur le délai de port de masque, que ce soit 8 heures pour un APR, mais je ne vois pas les situations en milieu de soins où on va garder 8 heures un APR, à mon avis, ce n'est pas possible, et sur les 4 heures pour un masque à usage médical. Dans tous les cas, les tests qui sont faits pour respecter les normes sont testés sur ces délais-là. Au-delà, il n'y a pas de normes et je n'ai pas vu d'études. Une question pour Jean-Christophe, pardonnez-moi. Les recommandations à destination des ESMS, dont les EHPAD préconisent 1 mètre de distance entre résidents lors des repas, ne faudrait-il pas préconiser 2 mètres? Donc là, on arrive sur la distance. Alors, effectivement, c'est une question, je crois, importante, parce que quand on a vu apparaître la distance de 1 mètre, en fait, toutes les études qui ont regardé la projection des gouttelettes dans des conditions standards sont à 2 mètres. Et les Américains sont à 6 pieds. 6 pieds, c'est à peu près 1,80 m, donc on est plutôt à 2 mètres. Alors, donc ça, c'est la distance de sécurité. Après, il y a le principe de réalité. Il est probablement difficile de mettre à 2 mètres les personnes les unes des autres. Donc je pense que le choix de 1 mètre a été fait dans ce cadre-là, mais c'est vrai que du point de vue du risque, probablement 2 mètres, c'est mieux que 1 mètre. Moi, si je peux compléter, c'est vrai que le Haut Conseil a toujours dit au moins 1 mètre. On a dit au moins 1 mètre. On avait bien en tête les 1,83 m, les 6 feet des anglo-saxons. Même dans les recommandations de 2013 de la SF2H sur les précautions complémentaires respiratoires, on avait eu envie, c'était Anne Carbone à l'époque, de mettre plus que le 1 mètre. Et nous, on est resté là-dessus. Et pour aller et tendre vers le 2 mètres, souvenez-vous des 4 mètres carrés. Donc ça, c'est ce qu'on a vraiment discuté dans le gros rapport du Haut Conseil du 24 avril pour ouvrir finalement au déconfinement du 11 mai. Et on s'est dit, si on met 4 mètres carrés, que chacun respecte 4 mètres carrés, on est à 2 mètres. Mais les gens l'ont pas tellement vu comme ça. Et ensuite, au sol et dans tous les établissements qui accueillent du public, tout le monde avait mis des bandes de séparation à 1 mètre. Donc, c'était difficile à l'époque de dire, allez, on passe à 2 mètres. Sauf que depuis 15 jours, si vous lisez le dernier avis du Haut Conseil sur les commerces, effectivement, dans les chiffres qui sont pas bons,
dans ce confinement partiel et ce déconfinement partiel qui ne sont pas des phases très satisfaisantes dans la maîtrise de la circulation du virus, on est vraiment passé à 2 mètres et dans toutes les infographies et toutes les recommandations, depuis 3 semaines, on est passé à 2 mètres. Et 2 mètres, c'est facile pour tous les marquages au sol parce que c'est mieux qu'1,50 m. Il suffit d'enlever une bande entre 2 bandes et on est bien à 2 mètres. Donc, on ne va pas gêner finalement la compréhension dans la population générale. Alors, certes, à l'hôpital, certes, dans des lieux clos, 2 mètres, c'est compliqué. Mais au moins, dans les espaces publics, c'est ce qu'il faut recommander. Alors, une autre question qui est assez fréquente, c'est la place de la visière dans la prévention de la transmission. Quel est votre point de vue? Est-ce qu'elle a une plus-value dans le cadre des soins? On a fait un avis au mois d'avril. La visière ou les lunettes en milieu de soins, ça a toujours été recommandé par les médecins du travail et par les hygiénistes en complément du port de masque dès lors qu'on est exposé au niveau des yeux. C'est une protection, enfin, l'INRS le dit très bien, c'est une protection oculaire en fait. Par contre, c'est considéré par tous, tu donneras ton avis Jean-Christophe, mais ça ne peut être qu'un complément du masque. Ça ne peut pas remplacer un masque. Une visière peut éventuellement stopper à l'émission de la parole, de la toux, des grosses gouttelettes, comme on le voit sur des plexiglas. Mais par contre, il y a une espèce de flux qui est généré par le bas. Vous avez des visières qui ne couvrent pas jusqu'aux oreilles et donc vous allez avoir des fuites sur les côtés. Et donc, effectivement, nous, on les a recommandés dans des ateliers d'ouvriers ou de techniciens quand ils sont très loin les uns des autres. Et travailler dans une atmosphère chaude, un peu physique avec des masques la journée, c'est compliqué. Donc là, on a recommandé, mais dans des cas très particuliers. En milieu de soins, on ne peut pas dire que la visière remplace le masque. Oui, et pourtant, il y a quelques publications qui suggèrent que visière sans masque permet d'interrompre la circulation des virus. Donc, effectivement, notre recommandation est de mettre visière plus masque, c'est ce que Didier vient de dire. Cela étant, je trouve qu'on a beaucoup de mal à ce que la visière soit effectivement mise en place. D'abord, les soignants négligent beaucoup, dans notre expérience, la protection des yeux, et pourtant c'est un mode de contamination possible. Et que quand on leur recommande de porter un masque plus une visière, en réalité, en fait, ils préfèrent porter des lunettes quand ils ont une protection oculaire. Donc, en tout cas, dans l'expérience que j'ai dans les hôpitaux alentours, on a beaucoup de difficultés à promouvoir la visière, qui pourtant est probablement plus intéressante et plus protectrice que les lunettes de sécurité. Super, merci beaucoup. Alors, une autre question qui est assez fréquente, c'est faut-il mettre un masque FFP2 pour tout geste à risque d'aérosolisation, même si le patient n'est pas Covid? Alors ça, c'est une recommandation. Enfin, Christophe, tu vas donner ton avis pour la paix, mais je pense que tous les hôpitaux l'ont fait dans des phases de circulation très intense du virus. Et à partir du moment où on ne sait pas qui est porteur et qu'il y a une très forte circulation du virus dans la communauté, les hôpitaux ont, dans leur protocole interne, élargi effectivement le port du masque FFP2 pour tout patient. Après, ce sont des mesures qui doivent, à mon avis, être temporaires et complètement adaptées au niveau de la circulation du virus. Oui, moi je suis d'accord avec Didier sur le fait qu'on l'a mis en œuvre au moment en fait du Covid, et donc là c'est sans doute très pour les intubations au bloc opératoire par exemple. Là on l'utilise très largement, mais aussi pour la réalisation d'aérosols dans les secteurs non Covid, pour d'autres circonstances, donc on l'a recommandé. Je suis pas sûr qu'il faudra les abandonner après. Hein. On va sans doute sortir de cette épidémie Covid avec la généralisation du masque dans les milieux de soins ou moindres symptômes. Donc, je pense que ce sera un effet bénéfique dans les mois qui viennent. Et par exemple, au bloc opératoire, il me semble qu'une bonne pratique, ce serait de demander aux anesthésistes d'intuber les patients, quel que soit leur statut, avec un masque FFP2. C'est finalement une mesure qui n'est pas très contraignante, qui est juste au moment où on fait le geste d'intubation et qui garantit, si le patient est grippé ou si le patient a une tuberculose, c'est une bonne protection. Je rappelle que dans les recommandations grippe, qui sont encore pour l'instant en cours, il est recommandé de prendre des précautions de type respiratoire dans certaines circonstances, y compris pour la grippe saisonnière. Ça n'a pas changé à ma connaissance. Hein. Complètement d'accord. On arrive à la fin du webinaire. Peut-être une dernière question, si ça vous va. C'est une question en provenant des EHPAD. Donc, vous savez que c'est un secteur qui nous intéresse, bien évidemment. En EHPAD, un résident positif, donc qui ne peut pas porter le masque, ce qui est quand même une bonne partie des résidents d'EHPAD.
Est-ce que le soignant qui prend en charge doit porter un masque FFP2? On est dans le cadre du double masquage. C'était la position de la Société française de médecine du travail, qui dit qu'en cas de non-possibilité du double masquage, il faut que le personnel soignant porte un masque FFP2. C'est là où, en fait, on n'a pas eu de consensus, parce que cette situation-là, on va la retrouver dans énormément de situations en cabinet libéral. On va la trouver aussi parce qu'en fait, des personnes âgées pas capables de porter, on peut le dire aussi pour les enfants en pédiatrie, mais des situations où la personne ne pourra pas porter le masque, on va la retrouver partout. Et donc, dès lors qu'on dit ça, ça veut dire qu'on généralise le port de masque. Et on ne va pas être capable de dire dans quelle situation particulière, au-delà des RGP, si le résident ne porte pas un masque, dans quelle situation le soignant va porter un masque. On ne sait pas le dire. Donc, promouvoir ça, c'est généraliser le port de masque dans les EHPAD. Et donc, dans tous les milieux de soins. Peut-être, pour ajouter à ce que dit Didier, c'est deux éléments. D'abord, porter un masque FFP2, ça ne s'improvise pas, et on l'a bien vu, vous avez vu les données de la littérature, que même si on est formé et même si on propose 5 types de masques différents, 15% des soignants ne passent pas le test. Et donc, porter un masque FFP2 sans que le masque soit adhérent au visage revient finalement globalement à porter un masque à usage médical. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est il y a tout ce débat pour l'instant entre les masques FFP2 et les masques médicaux, mais c'est oublier qu'il y a beaucoup d'autres modes de transmission. Et si on pense aux EHPAD, un des premiers modes de transmission, une fois qu'on est masqué avec un masque chirurgical, c'est une transmission manuportée. Il y a beaucoup d'occasions de soins dans une EHPAD, beaucoup d'occasions de friction des mains, et on sait bien que les SHA ne sont pas très largement implantés, alors sans doute bénéficier de l'épidémie Covid, mais que la culture de l'hygiène des mains dans les EHPAD n'est pas encore celle qui existe en court séjour. Donc c'est déplacer la question de la transmission de quelque chose qui est essentiel, qui est l'hygiène des mains, vers quelque chose qui existe peut-être, mais secondaire, qui est une transmission par aérosol. D'autant plus que le port de masque FFP2 systématique, s'il a une pression sur le visage, bien évidemment supplémentaire, peut entraîner un soignant qui n'est pas habitué à le porter, ou un soignant qui n'a pas la taille adaptée à son visage, peut-être à plus le toucher qu'un masque chirurgical dont les soignants ont beaucoup plus l'habitude, qui est peut-être parfois plus léger ou sur le visage. Peut-être le FFP2 peut entraîner plus de manipulation en fait du masque, et sans hygiène des mains, et notamment comme tu l'as dit Jean-Christophe, en EHPAD, peut entraîner finalement une accélération de la transmission manuportée. Alors merci beaucoup, il est maintenant, le temps est passé, hein, la fin de ce webinaire arrive, et donc il est temps pour moi de conclure. Alors un grand merci donc à tous ceux qui ont participé à ce webinaire derrière leur écran. Un grand merci à Jean-Christophe et à Didier pour leur présentation et leurs réponses claires et précises. Un merci également à Elisabeth Souza et puis à Galvani pour avoir assuré la promotion donc, de ce webinaire. Ce webinaire a été enregistré, il sera possible de le visionner donc, a posteriori, de même qu'une note de la PHP est en cours de diffusion. Elle a été diffusée hier de manière assez large en région parisienne et vous en aurez probablement vous aurez l'accès probablement assez rapidement. Alors, merci à tous pour ton échange qui était très intéressant, passionnant, et à très bientôt pour un nouveau sujet dans le cadre de la Covid ou dans le cadre de nos activités. Bonne journée et bon week-end à tous.